Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la boîte à idées, un podcast du Nouveau Populaire. Ici, on cherche à faire de la politique autrement, avec du fond, avec de la nuance, mais aussi avec un peu d'humanité. Pour ce faire, nous recevrons des experts et des expertes, des militants et des militantes, mais également des élus pour réfléchir et construire ce que pourrait être la gauche demain. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Lucie Castet. Bonjour Lucie. Bonjour. Je te remercie d'abord d'avoir accepté de venir et d'ouvrir le bal des invités de ce podcast. Avec plaisir, votre programme, votre slogan fait vraiment envie. Du fond, de la nuance et de l'humanité, tout ce dont on a besoin. Oui, tout ce dont on a besoin dans ce climat politique actuel qui est quand même bien chargé. Et justement, je vais commencer par te présenter rapidement, même si je pense que nos auditeurs et auditrices te connaissent. Lucie, tu es une figure montante de la gauche. Montante parce que si on réfléchit quand même, il y a à peu près un peu plus d'un an, tu étais encore inconnue des Français avant de devenir la candidate du nouveau Front populaire pour le poste de première ministre suite aux législatives de 2024. Aujourd'hui, tu es devenue une référence à gauche, une référence, je dirais même un totem de l'union de la gauche, une idée pour laquelle tu milites au quotidien pour réussir à mettre en place une primaire et une plateforme commune en vue des élections présidentielles de 2027. Alors je vais commencer par une question peut-être un peu piquante. Est-ce que ce n'est pas trop désespérant de militer pour l'union de la gauche aujourd'hui avec le climat politique actuel ? Non, c'est pas désespérant. En embrassant ce combat et cette cause, je savais que c'était pas un chemin pavé de roses. C'est un chemin compliqué, mais s'il n'était pas compliqué, cette union existerait toujours et en tout temps. Bien sûr, tu sais que les partis ont chacun des agendas, chacun des parcours, chacun des cultures politiques différentes. Et donc, bien sûr que l'union est difficile. L'union, c'est un chemin, c'est pas une photo à un moment T. Il y en a eu plein des photos de l'union. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette union devienne un réflexe. Je pense pas qu'il faille gommer les différences entre partis. Je pense qu'elles sont même utiles pour parler à différentes franges de l'électorat. Mais j'aimerais que le réflexe de l'union soit plus fréquent et que les étapes entre ces moments d'union soient moins douloureuses pour les partis, parce que quand il y a de la douleur pour les partis, il y a de la douleur pour les électeurs, il y a de la douleur pour le peuple français qui regarde les partis se déchirer. Et pour avoir beaucoup tourné en France, je remarque que même les militants des partis, donc même les gens qui ont une préférence d'affiliation claire à un parti à gauche, souhaitent l'union, très majoritairement. Et donc, c'est ça que j'essaie de porter. Et c'est, à mon avis, un combat qui est absolument nécessaire si on veut devenir majoritaire dans ce pays. Mais pourquoi justement est-ce qu'il faudrait cette union pour devenir majoritaire ? Parce que quand on y réfléchit, en 81, le Parti socialiste a gagné seul. En 2012, le Parti socialiste a gagné seul. Et justement, l'union n'était pas, on va dire, un préalable à la victoire de la gauche il y a encore quelques années. Et donc, pourquoi est-ce que cette union elle serait nécessaire en 2027 alors qu'elle n'a pas été réellement nécessaire dans nos précédentes élections présidentielles ? Moi, déjà, il y a un fait qui est extrêmement important à observer dans la vie politique contemporaine en France, c'est la tripartition de la vie politique. Ça a échappé à personne, je crois, qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est divisée en 3 grands blocs qui peuvent tendre à fusionner du côté droit de l'échiquier politique. Ça, c'est un second fait majeur, je pense, des années qui viennent de s'écouler. J'espère qu'on y reviendra parce qu'à mon sens, c'est extrêmement important. Mais je crois que cette tripartition rend nécessaire le fait que la gauche s'unisse. Et on l'a vu, toutes les expériences récentes où la gauche n'est pas partie unie à des élections présidentielles, nous n'avons pas passé le cap du second tour. Et donc je pense que ce serait, on va pas recommencer la même chose dans les mêmes conditions en espérant un résultat nouveau. À mon avis, est illusoire. Et puis on l'a vu, quand on était unis là aux dernières législatives, on a eu un score qui était tout à fait honorable et qui était plus élevé en tout cas que ce que tous les pronostics donnaient. Et pour autant, on n'est pas parvenu à avoir une majorité absolue. Et donc, à mon sens, il faudrait que la gauche parvienne non seulement à s'unir, mais aussi à élargir son socle, c'est-à-dire à parler à plus de gens. Et donc ça, c'est à la fois une question de fond, et on va y revenir aussi, j'espère. Je pense que la gauche parviendra pas à gagner si elle mime ce qui a été fait pendant 10 ans de macronisme, mais seulement si elle propose quelque chose de vraiment différent et qui donne de l'espoir aux gens. Mais aussi si elle gagnera seulement si elle parvient à vraiment
incarner sur le terrain ce qu'elle entend changer. Moi, je me pense que l'union peut permettre de faire ça, mais on décrète pas l'union, ou on décrète pas cette forme d'union-là, ça se construit, et c'est un chemin semé d'embûches. Mais tu vois, justement, lors des législatives de 2024, j'ai milité dans une circonscription qui était macroniste jusqu'alors, avec des territoires plutôt de gauche radicale, mais également des territoires plutôt de droite, voire très à droite pour certains. C'était où ? C'était la circonscription dans le Morbihan, okay. Où on a gagné justement au final. Mais sur les marchés, j'ai régulièrement eu soit non, plus jamais PS d'un côté, ou soit jamais Mélenchon en fait, et vu que vous êtes avec le nouveau Front Populaire, on ne votera pas pour vous à cause de l'un ou de l'autre. Et donc justement, je me demande si ce discours d'union, et je vais jouer l'avocat du diable, hein, mais est-ce que ce discours d'union, c'est pas aussi un discours un peu défaitiste de dire on a perdu une grande partie de notre électorat, on est passé d'une gauche à 45% à une gauche à 30%, et donc justement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt en fait revenir à une quadripartition de la vie politique, comme ce qui risque d'arriver avec, à mon sens, la disparition du macronisme, et réussir à avoir en fait deux blocs qui s'élargissent à gauche en allant en fait conquérir un nouvel électorat qu'on a perdu pour plein de raisons dont chacun doit prendre sa part et sa responsabilité. Mais est-ce que justement il vaut mieux pas deux candidats comme peuvent le dire Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann qui ont une ligne claire ou un cap clair, et qui vont justement réussir à élargir leur socle avec une ligne politique très affirmée? Bon, déjà, la ligne claire de Raphaël Glucksmann, moi, je ne l'ai pas encore vraiment vue. Hein. Je pense qu'il y a encore plein de sujets sur lesquels il ne s'est pas exprimé, et donc je pense que ce serait utile de l'entendre. Il a été très présent sur les sujets, notamment des libertés fondamentales et de la souveraineté européenne, mais il y a aussi beaucoup de sujets où c'est pas tout à fait encore, à mon sens, élaboré, mais c'est une remarque mineure dans la réponse que je m'apprête à faire. Moi, je pars quand même d'un constat, c'est que j'entends toute une partie des gens qui ont voté pour la gauche, qui n'ont envie de voter ni pour Jean-Luc Mélenchon d'une part, ni pour Raphaël Glucksmann d'autre part. Et moi, je pense qu'il existe une très grande partie des gens qui se sentent de gauche, qui ne sont pas nécessairement affiliés, mais aussi qui peuvent l'être, qu'il est nécessaire de créer une nouvelle forme de force politique à gauche, donc pas un parti. Je pense qu'on meurt de nos partis, c'est pas la peine d'avoir plus de partis. Je pense que les partis jouent un rôle important, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique, ou en tout cas ça devrait pas l'être. Et donc ils ont eux envie que cette espèce d'espace politique grossisse et grandisse, et incarne une posture très sincèrement orientée à gauche, mais qui viendrait aussi prendre et répondre aux différents partis de gauche, y compris les deux pôles qu'on a mentionnés, y compris les électeurs et le logiciel idéologique de la France insoumise, mais aussi certains éléments qui ont pu être produits par le Parti socialiste dans le passé. Et moi, je pense que tu m'interroges sur le fait que des gens sur les marchés te disent plus jamais PS ou alors plus jamais Mélenchon. Moi, j'ai été le réceptacle de ça et je le continue à l'être en permanence. Soit on me dit ah mais moi je veux pas vous parler parce que vous êtes une affreuse mélenchoniste, soit on me dit t'es une traîtresse parce que t'acceptes encore de parler au Parti socialiste. Je pense que de raconter ça, d'accepter de se mettre dans cette discussion-là, c'est renoncer à l'idée que la gauche pourrait un jour gouverner ce pays, de nouveau, et renoncer à être majoritaire. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on décide soit de se tourner vers Jean-Luc Mélenchon, soit de se tourner vers Raphaël Glucksmann? Je pense pas que ça va nous permettre de créer une dynamique qui emportera cette majorité d'électeurs de gauche dont je parlais, qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il faut construire cet espace, le faire grossir et ne jamais fermer la porte à l'un ou à l'autre côté du pôle, parce qu'à la fin, si on veut gagner, si on veut gouverner, il faut que toutes ces idées-là soient représentées et qu'on parle à tous les électeurs de la gauche. Mais donc justement, comment faire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une telle tension, voire... Est-ce qu'on pourrait même pas parler de haine dans certains cas quand on voit des meetings, par exemple, de la France Insoumise où on scande plus jamais PS, et de l'autre côté, au congrès du Parti Socialiste, où près de 50% quand même des votants, 48 ou 49% des votants au second tour ont voté pour une ligne qui s'oppose à toute alliance avec LFI, que ce soit au niveau local, au niveau législatif, au niveau présidentiel. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à mettre ces militants, et là je parle même pas en fait, j'aborde même pas encore la question des chefs de parti, là même juste des militants, comment est-ce qu'on peut leur dire et comment est-ce qu'on peut réussir à les convaincre
qu'on peut travailler toutes et tous ensemble et réussir à dépasser nos différences, les haines du passé qui sont cuites et recuites et qu'on ressort à chaque fois. Plein de réponses là-dessus. Moi, je pense que déjà, à titre personnel, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Et moi, je m'interdis de le jouer, mais je fais pas un effort monstrueux pour me l'interdire, puisque ça correspond pas à ma façon de penser et à ma façon de faire de la politique. Et ça fait pas longtemps que je fais de la politique, mais j'ai pas envie de renoncer à l'idée qu'on fait pas de la politique en tapant contre son propre camp. Et moi, je considère que les partis de gauche sont dans mon camp, et donc je pense qu'il faut pas donner du grain à moudre ou de l'eau au moulin de la haine interne à la gauche. Et puis une autre partie de la réponse qui, à mon sens, est plus intéressante puisqu'elle s'éloigne d'une question plus personnelle, c'est faire du fond. En fait, je pense que c'est en faisant du fond qu'on créera du lien. Parce que moi, par exemple, je pense que la France Insoumise produit énormément d'éléments de fond qui sont très intéressants. Moi, j'achète les livres de la Boétie, je les lis, et je trouve qu'il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais je trouve que sur le fond, c'est rigoureux. Ils font appel à des chercheurs qui sont très reconnus, dont certains sont des amis, et je pense qu'en produisant du fond et en mettant du fond au débat, on pourra recréer du lien. Et moi, ce que je crois, c'est que, à la limite, les histoires de congrès et tout ça, pour moi, mais c'est parce que je suis pas dans un parti, pour moi, ça tue un peu la vie politique. Je comprends qu'il y ait besoin, quand on est dans un parti, de faire vivre sa démocratie interne, c'est pas le sujet. Mais je pense que les électeurs, et peut-être même les militants, mais c'est plus à toi de me dire, ils en ont un peu marre de tous ces trucs-là, de qui va gagner, quelle motion, quel Théo, si on parle du PS, et ils ont aussi un peu envie qu'on se dise de quel projet on parle. Et je pense que si on se remet à parler de fond, on se remet à parler de projet, en fait, on peut retrouver plein de concordances, plein d'accords, et aussi des désaccords, mais mettons-les à plat. Enfin, si quiconque sur cette terre pense avoir absolument raison universellement sur tout et ne jamais avoir besoin de changer d'avis, il doit probablement en exister pas mal, des gens comme ça, mais c'est pas avec eux qu'on a envie de faire de la politique, et surtout, je pense pas que c'est avec eux que les Français ont envie que la France soit gouvernée demain. Donc, voilà, moi, je pense que la réponse de refaire du fond, ça permet probablement de créer beaucoup plus de liens entre les électorats, et donc, si les électorats ont envie qu'on se parle, si les militants ont envie qu'on se parle, probablement que les chefs de parti seront obligés de se parler. Mais comment est-ce qu'on fait du fond quand, par exemple, là, j'ai vu que le Front Populaire 2027 organisait des assises sur l'éducation. Dans les invités, j'ai pas vu de membres de la France Insoumise, je crois. J'ai vu ils sont tous, tout le monde est invité. En tout cas, en ce qui me concerne, on est toujours dans la dynamique et dans la démarche dite de Bagneux que j'ai lancée en juillet dernier. Moi, quand j'ai lancé Bagneux, dans mon appel qui a été publié dans Libération, j'ai dit que tout le monde était invité et que même les gens qui répondaient pas tout de suite ou qui répondaient négativement tout de suite, la porte leur était toujours ouverte. C'est pas la posture de tous les partis. C'est par exemple pas la posture du Parti socialiste, mais c'est la posture de la majorité des participants à la dynamique de Bagneux et donc à cette convention éducation du 15 novembre. Et donc, moi, je réitère l'invitation à tout le monde. Ces événements et ces réunions et cette démarche est ouverte à tout le monde, conformément à ce que j'ai toujours dit, moi. En tout cas, ça, c'est ma posture. Ok, parce que justement, j'ai pu voir du coup qu'il y aurait les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste aussi, je crois. Il faut qu'on attend. Enfin, les participants vont confirmer au fur et à mesure, mais par exemple, dans les intervenants qui sont pas des partis issus des partis politiques, et j'y tiens beaucoup, on a énormément d'intervenants qui viennent, notamment des quartiers populaires, parce que ça se passe à Trappes, mais aussi c'est des sujets sur lesquels, les sujets d'éducation et de jeunesse, c'est des sujets pour lesquels, évidemment, la gauche se doit de donner la parole aux quartiers populaires et aux organisations qui sont présentes notamment dans les zones périphériques, les banlieues, et bien là, on a des gens qui ont des sensibilités politiques de gauche très diverses. Je suis certaine qu'il y en a dans ces gens-là qui votent pour la France Insoumise. Donc voilà, pas d'exclusion et pas de sélection à cet égard. Mais est-ce que justement, pour réussir à ramener les différents, on va dire, et là quand je parle de les différents leaders de partis à venir et à s'asseoir autour de la table, quand je prends autant Raphaël Glucksmann que Jean-Luc Mélenchon sur le point, on va dire, de ceux qui sont en tête à gauche aujourd'hui dans les sondages et qui cherchent à... justement, en fait, c'est un peu la course des petits chevaux de qui va avoir le sondage en avance. Moi, je suis à 13%, moi, je suis à 14%, moi, je suis à 12%. En fonction de tel institut, avec la marge d'erreur, je suis en tête, etc. Je vois bien. Donc, j'ai plus de légitimité. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre? Et est-ce que, justement, il faut faire... Là, bon, je prends une référence un peu cinématographique, mais enfin, plutôt de série, mais est-ce qu'il faut, comme dans Baron Noir, des gens qui vont suivre avec une musique et... qui vont suivre chaque déplacement de tous ces, on va dire, chefs de parti pour les forcer, en fait, et un peu forcer la main, ou alors il faut être plutôt dans la diplomatie, on va dire. Ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que
Au même titre que je te disais, pour convaincre les différentes directions de parti que c'est intéressant l'union, c'est faire en sorte d'écouter les électeurs et les militants. Et ben là, ce que je te réponds, c'est faire du fond dans cet espace politique-là, qui est un espace politique au périmètre qui a vocation à être mouvant. Et ben, en faisant de la politique, c'est-à-dire, mais au sens noble, donc en faisant de la politique, en faisant du fond, en parlant de ce qui se passe dans l'actualité et en essayant de renouveler notre doctrine politique à l'aune des grandes évolutions de nos sociétés, et ben c'est comme ça qu'on va se créer un espace politique et qu'on va probablement, j'espère, c'est mon pari et peut-être que j'échouerai, mais faire vivre cet espace politique, le rendre crédible et faire en sorte que les médias arrêtent de nous enfermer dans cette espèce de combat, dans cette espèce d'étau, Jean-Luc Mélenchon d'une part, Raphaël Glucksmann d'autre part. Et donc c'est comme ça qu'on répondra, c'est pas tellement en allant les voir et en leur disant s'il vous plaît venez. Moi je dis l'ouverture, c'est une ouverture de principe et donc ils seront les bienvenus. S'ils souhaitent pas venir, ça les regarde, ils pourront venir plus tard s'ils le souhaitent ou s'ils le souhaitent pas, mais je suis pas naïve, je pense aussi qu'en créant une dynamique et en permettant à cet espace-là d'exister, c'est la seule manière qu'on aura de faire vivre cet espace et de le faire grossir et de le rendre plus crédible. Et donc justement, si on parle du fond, ça serait quoi? C'est parce que évidemment qu'on a nos différends, il faudra les mettre, enfin que chaque parti a ses différends, il faudra les mettre sur la table, même si je pense que certains n'arriveront pas à être tranchés en réalité, potentiellement. Oui. Mais dans l'histoire des axes de campagne, enfin pas les axes de campagne, mais nos gros axes de réflexion, on peut réussir à trouver un projet en commun, justement sur cette plateforme programmatique de fond sur laquelle tu travailles. C'est quoi, on va dire, les 4-5 gros axes que tu mets en avant pour porter cette union? Plusieurs réponses. Déjà, on va lancer des conventions thématiques sur plein de sujets sur lesquels il nous semble intéressant de parler, parce que soit des sujets qui ont historiquement intéressé la gauche, je pense par exemple à l'éducation puisque c'est ce qui va se passer le 15 novembre, mais sur lesquels on n'a pas forcément renouvelé la façon de penser, la façon de parler, la façon de s'exprimer. On a vu qu'il y a eu l'affaire de Betaram, et en fait une affaire qui concerne pas du tout que Betaram, qui concerne beaucoup les établissements privés, mais aussi certains établissements publics. On a vu d'ailleurs que cette discussion était portée par des députés qui étaient issus de forces politiques, pour deux de gauche, de forces politiques différentes à gauche, une personne du Parti socialiste, une personne de la France insoumise, plus une députée de Renaissance. Je pense qu'ils ont tous les trois partagé les conclusions et tous les trois insisté sur la nécessité qu'il fallait prendre des mesures pour empêcher ces choses d'advenir demain. C'est un problème qui n'est pas un problème seulement conjoncturel, hein, c'est pas des scandales ponctuels au sein de ce type d'établissement, c'est une question structurelle, c'est aussi la question qu'on laisse au privé, et c'est aussi la question de quelle approche on a quel rapport à notre jeunesse, quel rapport à la nécessité d'émanciper nos jeunes, ou quel rapport à l'autorité même. Donc voilà pourquoi ça me semble nécessaire de remettre la question éducative sur le métier, au-delà de la question des besoins de revalorisation des moyens qu'on donne aux enseignants, qui est centrale. Il y a aussi des enjeux, par exemple, pédagogiques qui doivent être abordés, et puis comment on lutte de manière déterminée contre les inégalités qui recommencent à augmenter, qui sont très fortes, y compris entre le public et le privé. Il y a plein de questions, disons, d'actualité qui rendent nécessaire, je crois, de parler de ce type de sujet. On a aussi pour projet de faire une convention sur les questions internationales et européennes, une convention sur les questions industrielles et d'emploi. Donc ça, c'est des sujets qui vont qui vont permettre, donner l'occasion de rassembler des chercheurs, des praticiens, des gens qui sont sur le terrain, notamment des collectifs et des associations. Et puis, il y a aussi, et c'est fondamental pour moi, la nécessité d'avoir un projet qui permet de répondre aux grands enjeux de notre temps. Il y a eu le programme du NFP, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de socle programmatique qui a mis tout le monde d'accord. Je sais que certains considèrent qu'il faut que ce programme soit réouvert, peut-être pour remettre en question certaines parties. Moi, je dis que ce programme est un socle très intéressant et qu'il a mis d'accord tous les partis il y a moins de 2 ans, et donc il devrait pouvoir être utilisé comme une forme de référence. Ensuite, beaucoup de choses ont changé, et puis le programme, il n'est pas parfait. Aucun programme n'est parfait. Et puis, on ne parle pas que de programme. Il y a aussi la question de dans quel contexte on s'insère,
quel paradigme idéologique on souhaite porter. Et moi, je pense qu'à cet égard, il est fondamental que la gauche se pose la question et donne à voir des réponses, enfin propose des réponses à la population de comment on organise collectivement la réponse au changement climatique. Je pense que ça va irriguer beaucoup de questions à l'avenir, et en particulier des questions sur la question de la redistribution. La redistribution en particulier financière et donc fiscale, économique, et ça va avoir un impact majeur sur l'organisation de nos sociétés. Et je pense à cet égard qu'il faut réfléchir aux grandes structures, aux grandes infrastructures qui nous permettront de répondre à ces enjeux hors d'une logique de marché ou hors d'une logique capitaliste ou capitalistique. Et donc c'est pour ça, et tu le sais, que moi je compte beaucoup sur la question des services publics pour venir irriguer un projet de gauche qui est un projet de gauche qui s'assume et qui n'est pas un projet qui propose simplement des petites atténuations, des petites rustines face aux méfaits que le capitalisme peut causer aujourd'hui dans nos économies partout dans le monde. Mais est-ce que justement, parce que moi je sais que je suis complètement sur ta ligne sur ça, ça moi même quand tu as abordé l'éducation, la question de l'éducation privée, etc. Moi je sais que je suis très, pas nationalisation, mais publicisation de beaucoup de choses, et justement de lutter contre le surcapitalisme et ce néo-capitalisme qu'on a vu émerger qui marchandise tout. Il nous faut une démarchandisation de plus en plus puissante de beaucoup de choses, mais de la mort, de tout ça. Qui marchandise tout sur fond public, et ça c'est très peu su. Et c'est ça aussi, c'est là-dessus qu'il faut lutter. Non seulement, à mon sens, il faut soustraire beaucoup de secteurs du marché, donc de la question de la rentabilité, mais il faut aussi réfléchir au rôle respectif de la puissance publique d'une part et du secteur privé d'autre part. Et c'est le rôle de la gauche de le faire, je crois. Oui, et puis en plus, et ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve, à gauche, on a souvent du mal à prendre cet axe, même si je le trouve assez intéressant, c'est de dire qu'en fait, publiciser, si on va sur un axe clairement pour répondre à la droite qui est d'un point de vue, on va dire, il faut être strict en termes financiers, etc. Mais publiciser, ça peut être aussi un gain d'argent sur beaucoup de points. Quand on prend par exemple la question des mutuelles en France, oui, tout à fait. Le rapport Dormont-Tirole en 2014 montre clairement que on perd. Si je reprends la phrase de notre président, un pognon de dingue, en fait, avec un double système public-privé dans la santé qui, au final, nous coûte extrêmement cher sur les questions administratives, de gestion, de partenariat, etc. Et qu'en publicisant, on gagnerait, en fait, parfois même des dizaines de milliards sur ces questions. Et je trouve qu'à gauche, on a parfois du mal à prendre ces axes et, en fait, un peu comme du judo, quoi, à retourner la prise de la droite qui dit justement... mais je pense qu'on a un peu intégré l'idée que la bataille culturelle était perdue et donc elle ne valait pas la peine d'être menée. Mais j'irai un peu plus loin. Ça, c'est un point très important et tu sais à quel point je me bats pour ça, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'écrire un livre sur ce sujet, de montrer que d'une part c'était moins juste et donc pas conforme à nos idées de privatiser une partie de l'action publique, mais d'autre part, c'est moins efficace. Quand bien même tu mettrais tes lunettes d'électeur de droite, eh bien, ça ne devrait pas te satisfaire. Et donc, je pense que ça, c'est un point qui est très important. Mais je pense que plus largement, je crois qu'une partie de la gauche a renoncé à considérer que l'histoire des idées était cyclique et que il faut penser le post-capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le capitalisme, on constate aujourd'hui qu'il a énormément de limites. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on peut le constater. On constate la finitude de la Terre et je dirais même la menace que ça fait peser sur notre humanité entière, sur la vie même de l'humanité sur Terre, d'avoir un système capitaliste qui épuise les ressources et qui fait exploser les inégalités. Et je pense que c'est très difficile de s'abstraire du monde dans lequel on a grandi et vécu toute notre vie. Mais je pense quand même qu'il faut le faire, cet effort, de penser ce qu'il pourrait y avoir après. Et c'est que en pensant ce qu'il pourra y avoir après qu'on pourra répondre aux électeurs qui attendent un nouveau projet, et un projet qui leur fait à la fois envie, mais aussi qui les rassure. Et pour l'instant, je crois qu'on n'est pas capable de le faire. Et il y a une autre question à gauche, justement, pour répondre, on va dire, aux électeurs et aux citoyens en général, et citoyennes. C'est celle, quand on prend l'étude qui est sortie de la Fondation Jean Jaurès sur les fractures sociales, il y a quelques semaines, qui montre que les deuxième et troisième thèmes prioritaires des Français, le premier, c'est le pouvoir d'achat. Là, je trouve qu'à gauche, on en parle complètement, mais le deuxième et troisième thème, c'est l'immigration et la sécurité. Est-ce que, justement, à gauche, on doit aborder ces thèmes ou pas ?
est-ce qu'on peut les aborder d'une manière de gauche, en fait, et justement pas être comme dans la droite, dans la caricature totale, dans la haine de l'autre, dans l'exclusion, dans la violence, en fait? Et est-ce qu'on peut réussir à apporter une voix humaniste sur ces questions et justement à être compris par les électeurs et électrices sur ces questions-là, sans être vu non plus comme des bisounours et être diabolisé en fait sur un autre sens par la droite et l'extrême droite qui aujourd'hui domine complètement justement la bataille culturelle. Et en plus, ils reprennent Gramsci à toutes les sauces parce qu'ils considèrent mener la bataille culturelle et la gagner. Je te répondrai en 2 temps, et c'est ce que j'ai aussi essayé de développer dans mon livre. Moi, je pense qu'il faut absolument, quand on prétend vouloir mener la bataille culturelle, lutter contre l'instrumentalisation des paniques morales que la droite, extrême droite, main dans la main, on brandit pendant des années là. Donc il faut lutter contre cette instrumentalisation. Et comment on lutte contre cette instrumentalisation? Donc réponse en 2 temps. D'une part, on reparle de la question des intérêts économiques et sociaux des personnes en France, des citoyens, des citoyennes. Et je pense que c'est beaucoup en parlant de la question des intérêts économiques et sociaux qu'on fera prendre conscience que c'est la gauche qui répond aux besoins de la majorité de la population. Et d'autre part, et je pense que c'est indissociable, il faut reprendre les thèmes de ces paniques morales pour faire du judo, comme tu disais, en parlant d'une manière totalement différente. Donc je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il ne faut jamais, que la gauche ne doit pas parler d'immigration ou ne doit pas parler des questions de sécurité. Par exemple, sur la sécurité, moi je pense qu'il y a une forme il y a un côté un peu bourgeois de dire non, parlons pas de la sécurité, c'est le thème de la droite, laissons-le à la droite. En revanche, je pense pas qu'il faut en parler comme la droite. Et je pense que c'est arrivé que la gauche en parle comme la droite. Et je pense que la gauche s'est fourvoyée en le faisant. Et parler de sécurité d'une manière de gauche, c'est parler de la sécurité déjà au sens large, de parler de sécurité, de sûreté. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui souffre d'insécurité. C'est pas les gens comme moi. C'est sûrement pas les gens comme toi. On se connaît pas beaucoup, mais je pense pas que ce sont les gens comme toi, quoique. Mais c'est les gens les plus précaires socialement. Et donc il y a un côté un peu non, moi je veux pas parler de sécurité parce que ça ne me touche pas. Mais je pense qu'on peut parler de sécurité. Et quand je dis en parler au sens large, ça veut dire par exemple parler de la question de la criminalité en col blanc. Comme tu sais, c'est un sujet que je connais bien et qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai travaillé dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière. Ce qu'on constate, c'est qu'en France, on a beaucoup augmenté les moyens, par exemple pour lutter contre l'immigration illégale ou contre les trafics de drogue, mais on a réduit les moyens pour lutter pour faire face à la nécessité de mettre en œuvre des enquêtes complexes, par exemple pour aller taper des têtes de réseau qui envoient leur argent à Dubaï ou ailleurs dans le monde pour blanchir les capitaux issus de ces trafics. Et ben moi je pense que tant que tu traites pas à égalité, voire plus fermement, la délinquance en col blanc, qui sait ce qu'elle fait, qui va faire appel à des réseaux, à des cabinets d'avocats de renom pour blanchir des capitaux ou pour frauder le fisc, et ben si tu le fais pas d'une manière très ferme et très forte, comment la population peut avoir confiance dans la puissance publique? Donc c'est un enjeu majeur qui concerne les questions de sécurité. Et pour moi, la gauche devrait être beaucoup plus affirmative dans ce domaine-là. Et c'est une question de justice sociale. Donc parler de sécurité, c'est aussi de parler de justice sociale. Tout dépend de la manière dont on parle. Sur la question de l'immigration, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'assumer qu'on est favorable à une immigration, qu'on considère d'assumer qu'on considère que la France vit en partie et fonctionne en partie grâce à l'immigration. Et là, j'en veux, par exemple, aux patrons qui ont mis énormément de temps avant de se rebeller contre les propositions d'il y a quelques années du gouvernement qui voulait encore plus restreindre l'immigration en France. Le MEDEF a fini par dire, mais attendez, attention, il y a certains secteurs, par exemple la restauration, l'hôtellerie, les services à la personne, où si vous fermez les vannes de l'immigration, eh bien, il n'y aura plus personne pour travailler. Je pense qu'il faut mettre ça en lumière, il faut davantage le dire. Et quand on parle d'AME, quand on parle de l'aide médicale d'État et du projet ignoble de démantèlement de l'AME, on doit parler aussi d'immigration. On doit parler d'immigration en disant, déjà, il y a une question d'humanité, qui est absolument qui est le premier sujet quand on parle de l'AME, mais il y a aussi une question d'efficacité et d'efficacité collective. Ça n'a aucun sens de détricoter l'AME, quand bien même on considérait la question des finances publiques. Ça ne coûte quasiment rien aux finances publiques. Et ça coûterait beaucoup plus parce que, Dieu soit loué, on ne laisse pas les gens crever, et encore, lorsque leur situation sanitaire se détériore considérablement. Donc ça n'a aucun sens sur aucun plan de réduire l'AME. Mais donc, toutes ces questions-là doivent être reliées à la question d'immigration. Et à mon avis, il faut assumer qu'on est un pays d'accueil, qu'on a besoin des immigrés. Et ça, voilà, c'est pas en contournant la question et en refusant de l'aborder qu'on va répondre aux gens qui considèrent qu'il y a un problème. Mais justement...
comment est-ce qu'on peut faire par exemple, quand on parle, si on revient sur le thème de la sécurité, parce qu'il y a évidemment la question de la justice sociale, mais par exemple, moi, quand je tractais, j'allais, pas tractage, mais porte-à-porte, dans ce qu'on qualifie en France, parce que justement, j'ai de la famille qui habite dans ces immeubles-là, etc., on va dire les cités, etc., et où on te répond... D'accord, mais vous faites quoi pour la sécurité? Parce que moi, je la vis au quotidien. Bah oui. Et quand je prends en fait certains, par exemple, il y a des votes parfois à 70% dans certains quartiers pour l'extrême droite, alors que c'est des quartiers en fait qui fondamentalement, on se, pas de vrai parce que on a raté quelque chose, donc c'est pas de vrai parce qu'on a raté, parce que s'ils votent pas pour nous, c'est qu'il y a une raison. Mais en fait, où on devrait être là et répondre en fait aux besoins de ces gens-là parce que c'est justement les plus précaires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que sur, on va dire, la petite criminalité entre guillemets, on ne répond pas. Et comment répondre justement d'une manière qui soit pas dans la caricature du on va remettre, je crois que c'est Laurent Wauquiez qui voulait qu'on renvoie les gens à Cayenne, je sais plus trop quoi, ce qu'il avait sorti comme Saint-Pierre-et-Miquelon comme monstruosité. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive sans rentrer dans dans ces propos caricaturaux qui n'ont aucun sens et qui sont Moi, je pense sens. précisément ce que je disais, c'est que je pense qu'il faut répondre à ces gens dont tu parles, où tu vas faire du porte-à-porte dans des cités, où les gens te disent mais qu'est-ce que vous ferez pour l'insécurité, ou moi je vote plus pour la gauche parce que vous vous occupez pas d'insécurité. Moi, je pense qu'il faut leur dire la politique de sécurité pourrait être beaucoup plus efficace et servirait beaucoup plus clairement vos intérêts si, par exemple, et c'est pas être angélique de dire ça, de dire par exemple il faut arrêter de concentrer nos moyens sur les démantèlements de points de deal, mais par ailleurs de rien faire pour aller taper les têtes de réseau de trafic de drogue. Bon, il y a eu la loi narcotrafic avec des difficultés, il me semble, en termes de préservation des libertés publiques, mais on n'a pas le temps de s'y attarder. Mais disons que ça n'a aucun sens en termes de cohérence de la politique publique de mettre énormément de moyens, y compris d'effectifs policiers, pour aller démanteler des points de deal à renfort de caméras pour montrer, voyez, je lutte contre le trafic de drogue. Mais si par ailleurs, on met pas des moyens considérables dans la justice, dans la police, pour les investigations, pour aller taper les têtes de réseau, puisque en fait, vous démantelez un point de deal à un point A et il se reforme 2 jours après au point B. Et donc, si vous n'avez pas une politique cohérente en matière de lutte contre le narcotrafic, vous êtes complètement inaudible et vous êtes inefficace. Et donc, les gens ont l'impression que ça sert à rien. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Puis, deuxième point, il faut avoir une approche qui est, encore une fois, cohérente et holistique, de dire que l'insécurité, c'est beaucoup d'enjeux différents. Il y a bien sûr la question de la petite délinquance qu'il faut réprimer, mais d'une manière qui est juste, c'est-à-dire, encore une fois, on ne peut pas traiter de manière différente des délinquants à col blanc et des petits délinquants. Comment peut-on expliquer que quand quelqu'un va en détention provisoire parce qu'il a volé quelque chose pour manger dans un supermarché et que personne ne s'en offusque, alors que quand on a, par exemple, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen qui sont condamnés avec exécution provisoire de la peine, les gens considèrent que c'est une infraction, que c'est un scandale en termes de liberté publique, et en termes de préservation des droits de la défense. C'est inaudible. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens considèrent qu'on n'est pas crédible sur la sécurité. Alors c'est là, il se trouve que c'est pas la gauche qui est au pouvoir, donc on peut pas reprocher ça à la gauche. Mais je pense que c'est important de pouvoir avoir ce discours-là et ce discours sur les deux jambes. Et ensuite, comment on lutte contre l'insécurité? Il y a aussi beaucoup de politiques publiques qui, indirectement, auront un impact très fort sur l'insécurité. Donc, pour réduire l'insécurité, c'est une politique qui permet aux gens de vivre dignement dans des conditions acceptables, y compris en mettant du logement social partout dans la ville et pas en ghettoisant les gens. On sait qu'on a fait beaucoup de mal, y compris en matière de développement de la délinquance, en mettant des gens en les parquant dans des zones où c'est très difficile d'accéder. Je rappelle que, par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est un des principaux déserts médicaux de France. Donc, tout ça, ça crée des conditions où des conditions, des circonstances où il peut y avoir davantage d'insécurité. Et c'est aussi s'atteler à la question de l'insécurité que de parler de tous ces endroits où la puissance publique devrait de nouveau être davantage présente. Oui, c'est certain qu'il y a quand même quelque chose sur justement le fait que on a l'impression qu'en mettant des lois plus dures, on va lutter contre l'insécurité, on va dire, du quotidien, alors que c'est complètement faux. On n'a jamais autant construit de prisons et ouvert de places de prison, et pour autant, les prisons sont toujours totalement engorgées. On sait que ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas, et en fait, la vraie lutte, elle se fait justement par la création de liens, par la mixité sociale, par la lutte contre la pauvreté, etc. Et justement, ça, je trouve que c'est un discours qui est vraiment très difficilement entendable par beaucoup de gens, et je peux comprendre pourquoi, mais... Et c'est vrai que c'est compliqué de répondre ça, parce que je le vois dans tous les gens de droite avec qui je fais des discussions, à chaque fois, c'est... Oui, mais je pense qu'il faut continuer à répondre et continuer à s'appuyer sur des faits.
et expliquer notamment qu'une très grande majorité des gens qui commettent des petits délits sont condamnés, à mon sens parfois trop sévèrement, mais qui sont condamnés et qu'il y a de l'exécution provisoire, donc il faut l'expliciter. Et je pense que ça peut fonctionner. Enfin, je veux pas faire de mon cas personnel une généralité, mais par exemple, j'ai pas mal de gens de droite, donc je le sais parce qu'ils me l'ont dit, qui m'ont écrit des lettres qui sont arrivées via ma maison d'édition, qui m'ont dit je suis de droite, j'ai lu votre livre, je suis pas d'accord avec tout, mais ça m'a appris des choses et je vois quand même les choses un peu autrement. Donc moi je pense, tu disais tout à l'heure en intro du podcast que votre idée c'est de remettre de la nuance du fond et de l'humanité, ben je trouve que cette approche-là c'est répondre sous ces 3 angles, c'est de dire ok, les choses devraient être vues de manière un petit peu plus complexe et on devrait essayer de mettre du fond dans nos discussions. Et je trouve que ça marche. Et alors, il faut que ça marche à échelle plus industrielle, bien sûr, mais je pense que continuer le combat culturel, ça fonctionne. Et je pense qu'expliquer à quel point la répression de la petite délinquance, accroître la sévérité dans la répression de la petite délinquance n'est pas la solution, ça peut fonctionner quand on s'appuie sur des chiffres, et c'est ce que montrent beaucoup de chercheurs et aussi des institutions publiques. Donc je pense qu'il ne faut pas renoncer à faire ça. On est d'accord. Et justement, pour remettre un petit peu de nuance, et un peu d'humanité, dans le concept justement de la boîte à idées, on a la boîte à questions, où les auditeurs et auditrices pourront poser des questions à partir du prochain épisode. Là, pour l'instant, c'est plutôt des proches qui ont mis des questions. C'est même pas que moi, c'est des proches. J'ai quand même essayé de rester participatif. D'accord. Et donc, si tu veux, tu peux en choisir, piocher quelques-unes et y répondre. C'est un peu plus personnel. J'en prends 3 et puis je vais... Ok. J'ai un merci pour tout, alors je prends. Regarde, je le mets dans ma poche. Alors, je lis du tout la première question, et c'est 2 questions en réalité, ce sont 2 questions. Est-ce que tu as peur pour l'avenir, en particulier en raison de la montée de l'extrême droite ? Donc la réponse est oui, bien sûr. J'ai peur pour l'avenir, et pas seulement en raison de la montée de l'extrême droite. J'ai peur pour l'avenir... notamment du fait du changement climatique et la combinaison de l'aggravation de la situation climatique, puisque c'est le cas, on voit qu'on est en retard sur l'atteinte de nos objectifs et qu'on ne prend pas du tout les mesures qui s'imposent à nous pour faire face au changement climatique, se combinent avec la montée de l'extrême droite. Ces deux ne sont pas du tout déliés, et je vais y revenir. Donc oui, bien sûr, ça me fait peur. Ça me fait peur à la fois pour moi, ça me fait peur pour l'humanité, ça me fait peur aussi, bien sûr, pour mes enfants. J'ai 2 très jeunes enfants, et parfois je me dis, qu'ai-je fait de mettre au monde des enfants dans ce contexte-là, et c'est aussi pour ça que je me bats, c'est à la fois pour me regarder dans le miroir moi et devant mes enfants, et puis aussi parce que je pense que ça vaut le coup et que la fatalité n'existe pas. Enfin, on est toujours maître de nos destins respectifs, et je le disais tout à l'heure, je pense que l'histoire des idées est cyclique et qu'il faut contribuer à faire basculer l'histoire des idées. Dans les années avant les années 80 aux États-Unis, pendant la reconstruction après la guerre, on avait par exemple des taux d'imposition marginaux qui étaient de l'ordre de 80%. Aujourd'hui, on s'est battu, et je pense que c'est quand même une victoire pour que la question de la fiscalité revienne sur le devant de la scène. Donc je trouve qu'on est encore très loin d'avoir gagné la bataille culturelle. On a mis le sujet à l'agenda, comme on dit, comme disent les médias, mais c'est déjà une bonne chose. Moi, ce qui me sidère, c'est on a des discussions, donc je me réjouis du fait que le sujet est arrivé à l'ordre du jour des discussions médiatiques, et que on est moins orienté vers nos paniques morales habituelles, type le voile, l'immigration, etc. Mais je reste quand même sidérée sur le contenu, qu'on ait des discussions de l'ordre, pas entre nous évidemment, mais médiatiques. C'est est-ce que Gabriel Zucman est un dangereux bolchevique ou est-ce que c'est acceptable? Gabriel Zucman, il a construit sa taxe, qui est devenue éponyme, pas comme un politique, mais comme un chercheur. Il a construit une taxe, et c'est lui qui l'explique, il l'assume totalement. Il a proposé un pourcentage et une assiette, un taux et une assiette qui permettrait de faire en sorte que les 1800 foyers les plus riches de France, qui ont le plus gros patrimoine en France, payent un impôt équivalent à celui qui est payé par la moyenne des Français. Donc on n'est même pas dans une perspective de chacun en fonction de ses moyens, c'est équivalent. Donc pour moi, c'est absolument la mesure minimale qu'il faudrait faire. Et de lutter contre la taxe Zucman, c'est accepter le fait que des gens très riches payent moins d'impôts que des classes moyennes ou des classes populaires.
Donc je trouve que on n'est pas encore arrivé en matière de bataille culturelle, même si on a fait un pas en mettant le sujet fiscal sur le devant de la scène. Je m'éloigne un peu de la question. Oui, j'ai peur pour l'avenir. Mais plus j'ai peur, plus je me dis qu'on n'a pas le luxe de laisser tomber et de ne rien faire. Je pense qu'on est acteur de nos histoires et je pense qu'il faut l'être. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre la question climatique et la question de l'extrême droite. Et précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est le rôle de la gauche de produire une doctrine politique qui permettent de lier les deux sujets, et notamment d'expliquer comment, collectivement, et grâce à une puissance publique qui assume son rôle, on va faire face à la transition écologique, et d'une manière qui est acceptable d'un point de vue sur le plan de la redistribution. Parce qu'on sait que si on fait rien, on fera face progressivement à la crise écologique, mais de manière totalement insuffisante compte tenu des enjeux. Mais on sait que ce sera les plus pauvres qui paieront. Et je pense que ça ne fera que accroître l'idée selon laquelle le Rassemblement national est une force politique crédible, ou en tout cas pas crédible, mais vers laquelle il faudrait se tourner pour les gens qui verront que leurs intérêts sont de plus en plus lésés. Et donc je pense que la gauche a un rôle historique à jouer aujourd'hui, dans la décennie qui s'ouvre, mais même dans les années qui sont passées, mais donc parlons de l'avenir. Son rôle, c'est de proposer une doctrine politique, un projet politique qui permette de réconcilier ces questions-là, qui permettent de faire face à la transition écologique d'une manière qui est acceptable et qui ne vient pas renforcer le Rassemblement national. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, ils répondent que c'est un truc de bobo, quoi. Complètement. L'écologie, c'est un truc de bobo, Oui. c'est un truc de riche, et en fait, c'est complètement éloigné. Et on le voit même dans les résultats électoraux que leur discours marche. Oui, mais Les l'écologie, résultats électoraux, pardon. bien sûr que toi et moi, on sait que l'écologie, c'est pas un truc de bobo, mais malheureusement, je pense que parfois, on s'est laissé aller à en faire un truc de bobo. Je pense par exemple que sur les questions... Le Tour de France. Prenons un exemple, la finance verte. Bien sûr que c'est louable de vouloir que les investissements se tournent davantage vers des produits qui sont plus conformes à la transition écologique. Mais en réalité, on a créé des monstres avec des produits financiers dits labellisés finance verte, où on se retrouve avec une quantité infinitésimale de l'argent investi qui finance des projets qui sont vertueux en termes écologiques, et le reste qui sont totalement néfastes à l'environnement. Et donc, je pense qu'on peut plus, il faut pas s'abriter derrière des produits comme ça, derrière des slogans comme ça. La finance verte, en fait, la finance verte, c'est assez confortable. Ça permet de pas remettre en question la façon dont on finance nos projets, ce qu'on finance, et la façon dont le capitalisme fonctionne. Et donc, je pense qu'il faut avoir des réflexions beaucoup plus approfondies sur comment on peut assurer une transition écologique qui tienne compte du contexte dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste. On peut imaginer, on doit imaginer une manière de sortir de la situation actuelle, mais il faut imaginer des points de passage. Personne ne sait dire demain à quoi ressemblera une sortie du capitalisme précisément. Mais par exemple, moi, je pense que les services publics fournissent un point d'appui extrêmement vertueux et extrêmement utile pour penser ce que peut être la sortie du marché dans certains secteurs, de manière transitoire, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut penser tout ça. C'est colossal comme tâche, c'est colossal et c'est plus dur pour la gauche que pour la droite qui se complaît dans le statu quo. Mais le statu quo, force est de constater que ça nous a mis dans le mur, sur le plan écologique et sur le plan social. Et donc la gauche a une responsabilité majeure, c'est de penser à un autre projet. Et je pense que c'est ça qui nous permettra de faire face et à la question écologique et à la question de l'extrême droitisation du monde. Oui, puis un projet qui est compréhensible, parce que même quand on parle de finance verte, ça semble tellement éloigné, tellement... Toutes ces questions-là, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à montrer, mais comme en fait AOC a pu le faire aux États-Unis, où justement elle montre que dans les quartiers les plus populaires de New York, c'est là où en fait il y a le plus de dégâts écologiques et de plus même sur la santé des enfants, et que je pense en fait la question écologique, elle est profondément sociale, parce que la question écologique, elle protège les plus précaires. Mais en France, il n'y a pas que AOC. En France, on a une association qui s'appelle Banlieue Climat, dont l'objectif, c'est de former de plus en plus de jeunes à ces enjeux-là, et qui montrent, qui sont construits sur le postulat selon lequel ce sont les quartiers populaires qui souffrent le plus des effets négatifs de la situation environnementale. Et donc, donc tu as tout à fait raison de pointer ce sujet-là, par ailleurs, que j'ai pas pointé moi. Moi, je pointais beaucoup le sujet de la question de quels moyens et quelle redistribution on a. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que ceux qui souffrent le plus par exemple, des grandes vagues de canicule de la décennie qui vient de s'écouler, ce sont les pauvres. Et donc parlons-en de ça et disons comment on va répondre à ça. Et comment on va répondre à ça, c'est des investissements publics et privés qui sont absolument massifs. Et donc, il faut les engager et il faut dire comment on les engagera, avec quel argent.
Oui, parce que tu vois, moi, par exemple, j'habite dans un appartement sous les combles parisiennes d'étudiants de 13 mètres carrés. Quand il a fait, je crois, 42 degrés à Paris, c'était un enfer. Tu pouvais pas aller dans ta enfer. maison secondaire à la Baule. C'est du 46, 47 degrés à l'intérieur et c'est un enfer. Et justement, je me dis, s'il y a des personnes même âgées ou fragiles au niveau santé qui subissent ça... c'est quel cas, hein. La vague de canicule de 2005... 2007, je crois. 2007, justement, avait complètement montré ça, qu'au final, c'est les plus précaires qui sont tombés parce qu'on n'a pas la clim, on n'a pas justement tous les moyens de se rafraîchir. Et c'est quelque chose où, justement, il faut qu'on arrive collectivement à gauche à expliquer que l'écologie, elle doit être profondément ancrée au niveau local, dans la réalité des citoyens et des citoyennes, et à ne pas justement s'éloigner avec des concepts très larges et très distants. Et des concepts qui en plus ne sont pas des concepts progressistes. Enfin, la finance verte, en réalité, pour beaucoup et pour la majorité des produits, c'est pas favorable à la transition écologique. Donc ça, c'est important de le dire. Et je pense aussi que c'est en produisant le type de discours dont tu parles, c'est-à-dire comment on va faciliter votre vie à la prochaine canicule et comment on va faire en sorte de vous protéger de la situation environnementale, c'est de nature à donner envie aux gens de voter, parce qu'il y a énormément de gens qui votent plus parce qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, et ils ont raison, enfin ils sont légitimes dans cette inquiétude et dans cette lassitude, et donc il faut parler aux gens qui arrêtent de voter, qui ne votent pas, ou qui n'ont jamais voté ou qui ne votent plus, ou alors qui se tournent vers le Rassemblement national un peu en se disant on n'a jamais essayé, essayons. Oui, ce discours est assez compliqué à contrer en général. Non, moi je pense qu'il est difficile à contrer, mais essayons quand même de le contrer. On n'a pas le luxe de pas le contrer, et je pense qu'il y a plein de choses à répondre à on n'a jamais essayé, parce que on a essayé dans plein de villes et c'est une catastrophe, y compris en matière de démantèlement des services publics et de soutien aux associations qui font un travail de dingue sur le terrain, qui se font carrément couper les jambes, ou soit qui n'existent plus. Et deux, on a essayé dans des pays étrangers. Si on regarde l'Italie, où par exemple les femmes qui ont des enfants, les femmes lesbiennes, des couples de femmes à qui évidemment ça me tient particulièrement à cœur, mais à qui on enlève le droit, l'autorité parentale pour une des deux mères, on a essayé, on sait ce que ça donne, et c'est absolument dramatique. Et donc je pense qu'il faut mettre ces éléments en lumière. Et pour justement revenir à la question, est-ce que toi tu as peur justement, parce qu'au vu de ce qu'a fait Giorgia Meloni avec les couples de femmes lesbiennes, est-ce que toi tu as peur personnellement avec l'arrivée du... Oui, j'ai peur personnellement, mais j'ai moins peur personnellement parce que ce dont j'ai peur pour la France et pour les catégories les plus précaires, et en particulier les populations immigrées. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de privilégié, et j'aurai les moyens de me défendre, et je le ferai bec et ongle, mais oui, je suis inquiète compte tenu de ma situation familiale personnelle, mais je suis surtout inquiète pour les gens qui ont moins les moyens que moi de se défendre. Je comprends. Et puis le Rassemblement national, à mon sens, surfe sur ce côté de l'extrême droite un peu nordiste. Justement, ils disent pas qu'ils sont racistes, mais si on est raciste parce que justement on veut protéger les droits des minorités, etc. Ouais. Et c'est un discours, en fait, on le retrouve alors qu'on sait que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ils taperont en fait toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Et en fait, ils ont beau avoir un discours de protection et mettre en avant des personnes de minorité dans leur, dans leur, on va dire, chef à plume, etc. Ils attaqueront évidemment tous les droits des minorités de manière conjointe. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est un parti profondément réactionnaire. Donc, effectivement, tu as raison. Oui. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et j'ai beau l'expliquer à un certain de mes proches en disant qui votent au Rassemblement national, etc., mais tes proches, on va dire, familiaux, etc. Et il y a ce côté où... ils ont tellement bien fait leur dédiabolisation que ça ne marche plus. Mais en fait, redire, c'est dangereux. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait tout seuls, cette dédiabolisation. Et moi, c'est je trouve un des faits politiques majeurs des années écoulées, c'est qu'ils ont été aidés par une partie dite modérée de la droite en France. Enfin, quand on a un ancien Premier ministre, François Bayrou, qui parle de submersion migratoire, pour moi, ils ont dédiaboliser de fait le RN en s'appropriant leur langage. Mais pour répondre à ce que tu disais là, moi je pense que la meilleure façon de montrer ce que fait le Rassemblement national et ce qu'il fera, c'est montrer les conséquences de ce qu'il fait dans les communes où il est élu, et ce sont des conséquences très sensibles. Par exemple, il cesse de financer le planning familial, qui joue un rôle majeur pour lutter contre les inégalités, pour permettre l'accès à l'avortement par exemple, mais c'est aussi le démantèlement des services publics. Il y a des communes où ils ont arrêté le ramassage scolaire pour les enfants dans des zones périphériques.
Ça, c'est très sensible, c'est très concret. Donc je pense qu'il faut faire ce travail de documentation, d'explicitation, d'explication. Et puis bien sûr, s'appuyer sur ce qui se passe aux États-Unis, en Hongrie, en Italie, etc., pour montrer quelles sont les conséquences mortifères de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Oui, là, c'est complètement sûr qu'on doit réussir à... En plus, avec Zemmour qui est apparu... récemment, ils ont réussi à se recentrer politiquement encore plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Et les Républicains qui... Maintenant, parle d'une primaire de Édouard Philippe jusqu'à Zemmour. Enfin, on arrive à cette union des droites. Et si je suis très honnête, je parlerais même d'axe du mal d'un point de vue où en fait on pactise avec le mal et on accepte en fait de se vendre pour des places électorales, etc. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Enfin, pour revenir à la question, moi je trouve que c'est assez inquiétant. Et oui, parfois, j'admets que j'ai peur de tout ce qui se passe et des mouvements, on va dire politiques. Est-ce que ça conduira autant sur le point écologique que la question des minorités, que la question en fait même de l'emploi quand on est jeune et qu'on cherche un emploi, quel impact ça va avoir, etc. Ou même des aides sociales, etc. Il y a ce côté où j'ai l'impression que plus personne ne réalise ce que représente le Rassemblement national. Oui, en et France. je pense qu'on a aussi, nous, une responsabilité à gauche, enfin, une responsabilité au sens, pas au sens culpabilité, mais quelque chose qu'il faut faire, c'est aussi ne jamais abandonner le combat contre le racisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup des questions budgétaires, donc c'est normal qu'on explicite le fait que la mise en œuvre du programme économique du Rassemblement national, alors programme très mouvant, donc c'est dur de savoir précisément ce qu'il compte faire, mais c'est un programme qui conduit plutôt, et c'est le tournant pris aussi par Jordan Bardella, et on l'a vu face au MEDEF se faire applaudir, voire ovationner, c'est un programme qui conduirait à encore plus réduire la voilure pour les services publics, parce qu'il conduirait à réduire encore davantage les recettes de l'État. Ça, c'est un premier point. Donc on passe beaucoup de temps à gauche à essayer d'expliquer quelles seraient les conséquences économiques de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, mais je pense qu'il faut surtout pas, pour autant, perdre du terrain sur l'explicitation que ça aurait en termes, par exemple, d'instauration de la préférence nationale et en termes de conséquences sur l'explosion du racisme en France. Et donc c'est deux points qui doivent être menés concomitamment, à mon avis. Alors, pour terminer cette émission, je vais te poser les dernières questions de fin d'épisode qui seront un peu traditionnelles. Tout d'abord, Lucie Castet, présidente, quelle serait ta première mesure en arrivant à l'Élysée que tu prendrais pour changer les choses ? Waouh, c'est une question difficile parce qu'il y aurait tellement de mesures à prendre pour commencer. Mais je pense que je prendrais une mesure en faveur du pouvoir de vivre, parce qu'on dit souvent pouvoir d'achat, mais j'aime pas trop la question du pouvoir d'achat, mais permettre d'améliorer la situation économique des personnes qui vivent dans la situation les plus défavorables en France. À la fois parce que c'est hyper important, évidemment, d'améliorer leur niveau de vie, mais aussi, ce serait un signe symbolique que la société accorde plus d'importance à cette question, la société dans son ensemble, et je pense notamment aux agents publics et aux personnes qui travaillent dans les métiers du lien, parce que on a dit pendant des mois, pendant la crise Covid, on s'est dit c'est important de revaloriser ces métiers, on l'a jamais fait. Et je pense que ce serait une des premières mesures que je prendrais pour montrer que la société accorde une importance à ce type de métier. Merci. Et dernière question, une musique pour notre générique de fin, et pourquoi cette musique serait importante Alors j'ai choisi la chanson Home Again de Michael Kiwanuka parce que je la trouve à la fois très belle, très émouvante. Je suis émue à chaque fois que je l'écoute parce que je pense que ça recoupe plein de questions qu'on a abordées aujourd'hui. Home Again, ce serait à la fois... ça me fait penser bien sûr aux personnes migrantes qui quittent leur pays et donc pas de gaieté de cœur et qui se mettent très souvent en danger, et on le voit, il y a de plus en plus de morts, enfin en tout cas ça ne faiblit pas par exemple dans la Manche pour les personnes migrantes qui tentent la traversée. Donc ça me fait penser à ces populations-là. Ça me fait aussi penser, quand on dit home again, ça me fait aussi penser à la fierté que j'aimerais retrouver d'être française, notamment d'avoir des services publics qui fonctionnent et qui traitent tous les citoyens de manière égale, quelle que soit leur origine sociale ou géographique. Donc c'est une chanson qui m'émeut et qui me fait penser à beaucoup de choses qui relèvent de nos combats communs à gauche. Merci beaucoup Lucie Castet. Merci. Nous avons terminé du coup avec ces mots très puissants et très beaux. Et je vous laisse, auditeurs et auditrices, avec Home Again. Et je vous dis à dans quelques semaines pour un prochain épisode. Merci. Merci.